Je vous présente Mohamed Oultijani, qui est le président du conseil régional de Oudjargui, qui est en Mauritanie, et qui a donc tout un projet autour du digital sur lequel il va s'exprimer, et sur l'énergie, pardon. Donc ensuite, je vous présente à ma gauche la société Enervivo, donc c'est Frédéric qui va nous parler un petit peu de... Alors, je pense que ça va tous vous intéresser, ce qu'il fait. Parce qu'en l'occurrence, il peut devenir investisseur chez vous. C'est bien, non? Et enfin, Philippe Miquel, de WIA Partner. On se connaît depuis assez longtemps. Philippe, honnêtement, je pense que tu es un des grands spécialistes du secteur parce que tu as été chez Engie pendant longtemps, donc tu connais ça un peu par cœur. Et on va, si tu veux bien, on va commencer par toi. Tiens, je te donne le micro bleu. Et avant, on va lancer un petit jingle, parce qu'en régie, je leur ai demandé de lancer un jingle. Et ensuite, on pourra commencer cette conférence. C'est parti pour cette conférence énergie, avec ce dilemme qu'on vit tous les jours en ce moment avec le réchauffement climatique, entre énergie verte et donc renouvelable et pétrole. Philippe, j'aurais bien aimé que tu nous fasses un peu un panorama tel que tu vois un petit peu les choses et que tu essayes de nous décrire un peu la situation, toi qui es un bon observateur depuis très longtemps de la situation africaine. Et peut-être te présenter d'abord, parce que tout le monde ne connaît pas encore WIA. Comment ça, tout le monde ne me connaît pas? Bonsoir, Philippe Miquel. J'ai effectivement travaillé une trentaine d'années dans l'énergie, dont les 15 dernières années en Afrique. J'ai travaillé pour un groupe qui s'appelle Engie, qui était avant un groupe gazier et qui a évolué vers les énergies renouvelables. J'étais en charge des activités Afrique centrale, Afrique de l'Ouest pour Engie, puis Afrique du Nord. Et j'ai aussi travaillé pour le groupe CFAO, la branche infrastructure de CFAO, là aussi dans les énergies renouvelables. Et là encore en Côte d'Ivoire, où j'ai passé 6 ans, un moment que j'ai énormément apprécié, tout simplement la convivialité de la Côte d'Ivoire, mais également sa richesse et son accueil. Alors, faire un panorama de l'énergie aujourd'hui, Marc, c'est ambitieux. Ce qui est certain, c'est que je pense qu'on est à un moment de transition. On parle beaucoup de transition énergétique. Finalement, peu de gens savent ce que c'est, la transition énergétique. Et en fait, c'est 2 éléments. C'est le passage, Marc l'a évoqué, d'énergie fossile vers des énergies renouvelables. C'est en général ce qui vient à l'esprit quand on parle de transition énergétique. Mais il y a un deuxième élément qui est beaucoup plus structurant et qui va vous toucher, vous, directement. C'est le fait que la transition énergétique, elle se traduit par le fait qu'avant, on construisait des grandes centrales qui alimentaient des réseaux, qui alimentaient des clients. Ça, c'est le monde de l'énergie d'aujourd'hui. La transition énergétique fait que ce système-là est en train de s'inverser. Et ce sont de plus en plus les clients qui produisent eux-mêmes leurs propres besoins énergétiques et qui, demain, vont eux-mêmes alimenter les réseaux, lesquels réseaux vont devenir finalement un moyen d'échange entre des consommateurs-producteurs et d'autres consommateurs-producteurs. Ça, c'est le monde de l'énergie de demain. Google, aux États-Unis, a mis sur le marché une offre où vous pouvez acheter l'électricité de la batterie du véhicule électrique de votre voisin. Vous allez sur une plateforme digitale, vous allez de Boston à Washington la nuit et vous dites j'ai besoin cette nuit de 5 kW.
votre voisin a un véhicule électrique, sa batterie est bidirectionnelle, il va sur la même plateforme, il dit je ne m'en sers pas la nuit, j'ai 5 kilowatts à vendre, qui est-ce qui est intéressé? Et vous allez échanger sur cette plateforme digitale 5 kilowatts d'électricité de la batterie d'un véhicule électrique. Ça, c'est le monde de l'énergie de demain. Demain, vous serez tous dans des bâtiments à énergie positive, vous aurez tous du solaire en toiture, vos déchets seront transformés en biogaz pour faire de l'eau chaude, vous aurez tous une unité de stockage qui sera la batterie de votre véhicule électrique et vous serez tous surproducteurs de l'énergie que vous consommerez. On pense que demain, c'est-à-dire dans 5-10 ans, les industriels consommeront entre 80 et 100% de l'énergie qu'ils auront produit eux-mêmes. Alors, ça, Philippe, c'est le monde de l'énergie de demain. Est-ce que ça veut dire que ce n'est plus aux collectivités d'investir aujourd'hui dans des infrastructures, mais aux particuliers d'investir sur des systèmes qu'ils vont revendre à quelqu'un? Alors, le pays... Un petit quiz. Savez-vous quel est le pays... Vous savez ce que c'est qu'un mini-réseau? Un mini-réseau, c'est une unité de production solaire, un stockage, et puis un petit réseau qui va alimenter à peu près 1000 logements. Et sur le continent, en Afrique, les mini-réseaux, c'est une solution de ce monde de l'énergie de demain. Mais savez-vous quel est le pays où les mini-réseaux se développent le plus rapidement et de façon la plus importante aujourd'hui? Kenya. C'est pas le Kenya. Mais il se trouve que c'est les États-Unis. Pour quelle raison? Simplement parce que toutes les distributions d'électricité américaines sont en faillite ou en quasi-faillite. Et donc les communautés ont pris en main leur approvisionnement électrique et développent de façon privée des mini-réseaux pour alimenter leur communauté. Ben, c'est ça le monde de l'énergie de demain. Donc pour répondre, Marc, à ta question, alors évidemment, les grandes centrales vont continuer d'exister. Je caricature pour marquer le propos, mais vous aurez des grandes centrales, vous aurez des mini-réseaux qui seront développés par des collectivités, et puis vous aurez des particuliers qui investiront eux-mêmes dans leurs propres unités de production d'électricité. Mais ça va aller assez vite. Le solaire en toiture, il y a 5-6 ans en Côte d'Ivoire, la capacité installée était nulle. Aujourd'hui, vous survolez les toits d'Abidjan, vous avez de plus en plus d'industriels qui installent eux-mêmes du solaire en toiture pour produire leurs propres besoins énergétiques. Donc c'est pas un rêve, c'est pas de la science-fiction, c'est une réalité économique. La mobilité électrique, même chose. Il y a 5 ans à Abidjan, vous ne voyiez pas un véhicule électrique. Aujourd'hui, énormément de taxis s'équipent. Et ça n'est pas une question de compatibilité climat. C'est une question de compétitivité économique. Le kilomètre électrique, il est 8 fois moins cher que le kilomètre thermique. 8 fois moins cher. Et donc ces solutions-là, la solution la moins chère pour produire de l'électricité aujourd'hui, c'est du solaire et du stockage. Avant, c'était une centrale à gaz raccordée au réseau. Aujourd'hui, c'est du solaire décentralisé avec du stockage. Et donc, ça n'est plus un enjeu de compatibilité climat. Ça n'est plus un enjeu de compatibilité climat, j'insiste. C'est un enjeu de compétitivité économique. La solution la moins chère, c'est du renouvelable pour produire de l'électricité. Le kilomètre électrique, il est 8 fois moins cher que le kilomètre thermique. Ce que je propose, c'est qu'on revienne vers toi un tout petit peu après, Très volontiers. Et notamment par rapport à des solutions sur lesquelles il y aura des choses complémentaires, et qu'on demande au président de la région de Ould-Shargi, en Mauritanie, de donner un petit peu son expérience sur le sujet, parce que vous avez réfléchi à ça sur une problématique assez simple, qui est une vraie demande des populations. Le micro est là. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis le président de la région du Ould-Shargi, l'est de la Mauritanie, à la frontière avec le Mali. Donc, comme vous le savez, nous avons un défi extrêmement majeur
par rapport aux infrastructures électriques, pour la simple raison qu'aujourd'hui, au niveau de notre région, le déficit en infrastructures électriques s'accentue par la présence parmi nous des réfugiés maliens, comme vous le savez, qui ont fui cette insécurité, qui sont aujourd'hui en Mauritanie avec un nombre important de plus de 300 000. Ce qui fait que nous, en tant que collectivité territoriale, nous serons obligés de pouvoir remédier à cette situation parce qu'en fait, nos obligations internationales, notre devoir de fraternité et de voisinage avec nos frères maliens nous oblige à les recevoir sur notre territoire et à partager avec eux toutes les ressources disponibles et tous les services sociaux de base, en l'occurrence l'éducation, la santé, l'électricité, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que ça fait pression sur ces ressources et nous serons obligés de réfléchir à comment est-ce qu'il faut trouver les moyens nécessaires ou les moyens compatibles pour nous permettre un peu de rester au moins à un niveau acceptable pour satisfaire les besoins de nos populations. C'est à partir de ce moment que, sur le plan, dans le domaine énergétique, nous avons d'abord un défi au niveau de nos structures, surtout scolaires, parce que nous avons d'abord, on est dans un domaine rural où l'électricité se fait rare et nous serons obligés de mettre les enseignants et les élèves dans des conditions qui leur permettent de suivre à bien leurs études. Et surtout, comme je vous ai dit, on est confronté à ce problème de réfugiés qui viennent encore s'ajouter à nos problèmes personnels. C'est pourquoi j'ai réfléchi à faire recours à un certain partenariat dans ce cadre énergétique, et surtout dans le domaine solaire. Parce qu'en fait, nous avons quand même le solaire qui est très, très disponible chez nous. Donc, la seule possibilité qui va nous permettre de satisfaire nos besoins à un certain niveau, c'est de trouver la ressource renouvelable, c'est-à-dire l'énergie renouvelable en matière solaire. C'est à partir de ce moment où, dans le cadre d'un partenariat, l'ARF s'est engagé à doter nos deux lycées, en l'occurrence le lycée de Bassiknou et de Mbara, qui est le camp de réfugiés maliens, et qui nous se sont engagés à nous doter d'un moyen énergétique, en l'occurrence 880 lampes solaires, qui nous ont permis aujourd'hui de satisfaire les besoins pédagogiques et scolaires de nos élèves. C'est-à-dire que cette centrale, c'est-à-dire que les 800 lampes ont été distribuées sur le lycée et les enseignants, avec bien sûr un mini-réseau qui est dans la matinée, qu'on a monté au niveau des lycées. Et le matin, les élèves et les enseignants viennent avec leurs lampes solaires qui sont mobiles, qui les raccrochent dans le mini-réseau, et puis ils sont approvisionnés et la nuit, ils les amènent chez eux pour les utiliser pour dans pouvoir leur étudier. domicile. Et ça devient, c'est vraiment un problème réglé, parce qu'en fait, on a pratiquement l'électricité 24 sur 24. Or, l'électricité fuel normale, nous l'avons au moins chaque jour, on a au moins une coupure d'électricité de 3 heures de temps ou 2 heures de temps. Donc, je considère qu'avec cet aspect d'énergie renouvelable, c'est une solution qui nous a permis d'avoir la possibilité de pouvoir un peu pallier à un problème réel qui se pose à nos élèves, à nos enseignants, mais aussi à nos autres réfugiés maliens. Et combien de lampes vous avez solaires comme ça, vous avez déployées? Enfin, ça bénéficie à combien de personnes? Ça bénéficie à 2 lycées. Chaque lycée est composé d'une école tout entière. Et puis, ça bénéficie après à 80 élèves. D'accord. 80 élèves, oui. Alors, 80 élèves après une douzaine d'enseignants. la problématique, elle est en fait aussi financière pour aller déployer un certain nombre de choses. Vous avez trouvé les ressources financières comment? Non, d'abord, nous avons les ressources propres de la région, en fait, parce que nous avons une dotation budgétaire qui va nous permettre d'exécuter annuellement nos plans d'action dans les domaines que nous définissons, nous, en matière de priorité.
Et donc, une fois ces ressources acquises, nous cherchons à pouvoir les exploiter en fonction de nos besoins. Donc, c'est des ressources propres de la région, avec bien sûr l'appui du partenaire ARF qui, eux, ils ont pris en charge ces 880 là. Je pense, on touche là à une problématique qui est en fait essentielle, c'est que il n'y a pas de possibilité d'aller déployer non plus un certain nombre de réseaux ou même de micro-réseaux sans investissement. Et donc, quelque part, c'est extrêmement ennuyeux, entre guillemets, de ne pas avoir des supports qui sont bien prévus pour ça. Alors, ce que je propose, c'est qu'on écoute la solution Enervivo. Moi, j'aimerais que tu te présentes et qu'ensuite, peut-être on débatte autour de ça et qu'on revienne sur la problématique de financement de mini-grid et de grid en général. Merci Marc, magnifique témoignage effectivement. Donc, je représente la société Enervivo, hein. Donc on est déjà implanté en Afrique, notamment au Maghreb, et on investit nous dans les fameuses centrales photovoltaïques, que ce soit au sol, en agrivoltaïsme, ou même effectivement, et je peux que rejoindre en fait, votre propos, sur des toitures en fait d'industriels et finalement décentralisées. Et je retiens effectivement ça. Nous, aujourd'hui, on peut investir et même, quelque part, payer des loyers en fait, aux industriels ou tout simplement faire de l'autoconsommation. Donc, nous, on investit dans la centrale photovoltaïque et l'industriel qui est en dessous des toitures ou à côté du champ, entre guillemets, peut bénéficier de l'électricité entre moins 30 et moins 50%. Je reviens effectivement sur ce que vous disiez. Je pense qu'on ne se rend pas bien compte du potentiel énorme aujourd'hui que l'Afrique a sur le solaire. On parle effectivement d'un potentiel largement supérieur à la consommation. Et en termes de compétitivité, je dirais entre moins 30 et moins 50% par rapport effectivement au gaz et au charbon. Et je rajouterais, et ça c'est très important et on l'a remarqué sur ces dernières années, une crédibilité, une fiabilité, une robustesse peut-être plus importante aujourd'hui grâce aux batteries et grâce au photovoltaïque. On n'est pas coupé et effectivement on peut stocker l'énergie et la revendre. Mais derrière, tu produis de l'énergie à quel prix? Alors aujourd'hui, en fait, en dessous de la compagnie nationale. En dessous de la compagnie nationale, entre moins 30 et moins 50%. Pourquoi? Parce que déjà l'électron, il est moins cher, mais surtout quand on est en autoconsommation, quand on est au-dessus finalement d'un industriel ou à proximité, on ne paye pas forcément entre guillemets le transport de l'électricité associé. Ah oui. Donc il n'y a pas de perte. Donc il n'y a pas de perte. Bon. Alors, si j'ai bien compris, tu as développé une solution aussi en matière d'agriculture. Oui. Ce qui me paraissait intéressant à... Ouais. Alors moi, à la base, je suis ingénieur agronome, effectivement, et j'ai construit une 50aine d'unités de méthanisation en France et au Kenya. Et effectivement, j'ai toujours eu à cœur d'essayer de mêler agriculture et énergie. Donc aujourd'hui, on propose, en plus du photovoltaïque sur toiture, c'est de l'agrivoltaïsme. L'agrivoltaïsme, c'est sur un même terrain, de coupler finalement de la production agricole et de mettre des panneaux photovoltaïques à 1,50 m, 2 mètres de hauteur, avec des trackers solaires, pour effectivement avoir les deux types de production, et puis même s'accoupler avec une industrie en fait, de transformation agroalimentaire à proximité pour alimenter en électricité l'industriel. C'est le modèle aujourd'hui qu'on souhaite, que ce soit au Maroc, ici en Côte d'Ivoire, c'est d'associer des agriculteurs, des énergéticiens comme nous qui peuvent co-investir et des industriels qui seraient associés à ce type d'aménagement. Ici, on produit beaucoup de cacao. C'est valide pour le cacao? C'est valide pour le cacao, effectivement. Il faut savoir que le cacaoyer, c'est une plante sciaphile, une plante qui aime en fait l'ombre, qui effectivement a besoin de l'ombre. Et justement, c'est ce que permet les panneaux photovoltaïques. En France, les panneaux photovoltaïques ont plusieurs bénéfices anti-grêle et contre effectivement la sécheresse. Ici, en Côte d'Ivoire, effectivement, ça peut permettre à des cacaoyers effectivement de effectivement croître. Et alors, ton modèle économique, que je comprenne bien, c'est toi qui investis? C'est exactement ça. J'investis en fait dans la centrale photovoltaïque et ensuite en fait on a la vente d'électricité moins chère que sur le réseau qui est effectivement achetée soit par la compagnie générale, soit par des industriels. Et donc toi, tu te rémunères sur la vente de l'électricité. D'accord. Je voulais quand même rebondir. Non, justement, je voulais quand même m'adresser à notre ami. C'est par rapport, vous savez, nous avons des opportunités économiques.
et surtout en matière solaire. Parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous, en tant que collectivité, c'est comment est-ce qu'il faut pouvoir développer notre économie locale, en fonction, bien sûr, de nos potentialités économiques disponibles. Donc, en ce qui nous concerne, par exemple, je voulais savoir, par rapport maintenant au développement pour soutenir dans le cadre agricole, pour soutenir maintenant le système d'irrigation des périmètres maraîchers, les pompages d'eau, l'unité de transformation des produits agricoles de conservation et de stockage, comment est-ce que vous, en tant que producteur d'électricité, vous pouvez disponibiliser la quantité nécessaire pour nous permettre justement à faire face à ces activités-là? C'est une très bonne question. C'est finalement un peu tous les bénéfices qu'on peut associer à cette centrale énergétique. Donc déjà, de l'électricité beaucoup moins chère, disponible. On l'a dit, hein, il y a souvent des coupures finalement de réseau. Donc là, c'est aussi quelque part d'améliorer la disponibilité de cette électricité. On peut faire, et on l'a très bien dit, des mini-grids. Aujourd'hui, on n'est pas forcément associé à des réseaux électriques. On peut très bien créer à proximité de mines ou à proximité effectivement en fait, de champs agricoles des mini-grids sans forcément qu'il y ait le réseau électrique qui vienne. Donc finalement, accélérer ce développement. Et enfin, et je dirais que c'est le plus important, aujourd'hui, on a des modèles économiques qui permettent même d'avoir un loyer. C'est-à-dire que, un, on investit dans la centrale photovoltaïque, et deux, on paye effectivement un loyer à la commune ou à l'agriculteur pour venir sur le champ agricole. Et donc, quelque part, assurer un revenu stable en fait, à l'agriculteur. C'est ce qu'on fait déjà en Allemagne, en France et en Italie. Ce n'est pas un modèle, entre guillemets, qui sort du chapeau. Hein. Aujourd'hui, en France, on a 200 mégawatts qui fonctionnent comme ça, avec effectivement une location et des agriculteurs qui sont très contents d'avoir un prix stable. Parce que même nous, en France, aujourd'hui, on a une variabilité très importante des cours, effectivement, des produits agricoles. Philippe, alors, à ta droite, tu as le Père Noël. C'est rentable. Hein. C'est rentable, c'est bien. Toi, tu en penses quoi? Et quelque part, c'est vrai que ça représente une solution assez attractive. Est-ce que cette solution, ce type de solution, c'est l'avenir? Ou est-ce que toi, tu en vois d'autres et d'autres chemins qu'il faudrait suivre? Enfin, d'abord, pour le modèle qui a été présenté par Sylvain, effectivement, pour ce qui est des pays matures, on a parlé de l'Europe, la France, l'Allemagne, etc., les réglementations permettent à un agriculteur ou à un industriel de surdimensionner son installation pour vendre sur le réseau l'électricité qu'il ne consomme pas, voire même ne rien consommer et de mettre une installation solaire sur le toit d'un hangar et de tout injecter dans le réseau. Et c'est le développeur, des gens comme Sylvain, qui vont financer l'installation, payer un loyer à l'agriculteur ou à l'industriel et vendre l'électricité sur le réseau et se rémunérer sur la vente d'électricité. Donc ces modèles-là, c'est encore une fois le monde de l'énergie de demain. Certains, notamment les utilités publiques, essayent de freiner ce modèle en se disant mais ça va me faire perdre mes clients les plus gros consommateurs. Deux, je vais avoir de l'intermittence sur mon réseau à gérer. Trois, je ne vais plus maîtriser les sources d'énergie. En fait, la question, c'est pas de savoir est-ce qu'il faut autoriser ou pas, c'est de savoir à quelle vitesse est-ce qu'on va permettre aux industriels ou aux agriculteurs d'être économiquement performants. Puisqu'encore une fois, j'insiste, ces modèles-là, ça n'est plus des modèles de compatibilité climat, ça n'est plus des modèles économiques qu'on pouvait juger farfelus avant, c'est une réalité économique et c'est une condition de compétitivité économique pour les industriels et pour les agriculteurs. Donc j'insiste, parce que on aurait un peu tendance dans certaines contrées de nos régions d'Afrique centrale et de l'Ouest à freiner ces modèles-là. Je pense au contraire qu'il faut les accélérer au bénéfice de... Et vous posiez la question assez juste de quel bénéfice ça apporte aux industriels locaux, mais il est considérable. Un, parce que ça leur apporte de l'électricité. L'alternative, c'est d'attendre le réseau pendant 10 ou 15 ans.
Une ligne, quelques chiffres. Hein. Connecter quelqu'un au réseau, ça coûte 4 000 euros en euros européens. Connecter quelqu'un à un mini-réseau, une connexion par mini-réseau, c'est entre 600 et 800 euros. Donc il y a un facteur 5. Mettre un kit solaire individuel, c'est-à-dire un petit panneau solaire, une batterie, ça coûte pour les plus gros entre 350 et 400 euros. Il y a un facteur 2. Donc il y a un facteur 10 entre connecter quelqu'un au réseau et le connecter avec un kit solaire individuel. D'accord ? Facteur 10. Et donc étendre le réseau pour aller chercher le dernier logement à la frontière de Sud-Comoé, c'est une gabegie économique, 1. Et 2, étendre le réseau, c'est 10 ans. Obtenir le financement, obtenir l'autorisation de percer, obtenir les empreintes au sol, c'est entre 10 et 15 ans. Installer un mini-réseau, c'est 3 mois. Installer un kit solaire, c'est une demi-heure. Et donc, l'alternative pour une activité économique, c'est soit attendre 10 ans à un coût pour la communauté qui est 10 fois plus cher que le kit solaire individuel, ou attendre une demi-heure et installer une solution d'énergie décentralisée. Et puis j'ajoute que certains modèles économiques de mini-réseaux prévoient la croissance de l'économie productive et basent leur modèle sur cette croissance de l'économie productive. Et c'est en fait cette économie-là qui va payer, une fois qu'elle aura été développée grâce à l'apport de l'électricité, qui va payer une partie du mini-réseau. Donc c'est un cercle extrêmement vertueux. Et puis, c'est beaucoup plus efficace énergétiquement. Construire un réseau, il y a des pertes, ça coûte cher. C'est beaucoup moins efficace que de produire là où vous consommez, mais sans commune mesure. Merci beaucoup. Alors, ce qui est génial, je trouve, c'est qu'on est vraiment à la croisée des chemins en ce moment-là. Et que ce discours-là n'aurait pas pu le tenir il y a 10 ans. Quoi. Non, c'est tout à fait vrai. Et vous êtes en train, vous n'en avez pas conscience, mais on parle beaucoup, encore une fois, j'insiste, de transition énergétique. C'est une révolution énergétique qu'on est en train de vivre. On va passer d'une énergie très centralisée, des grandes centrales, un réseau vers des clients, à une énergie complètement décentralisée, où vous serez demain les acteurs de votre propre... Et les électrons vous appartiendront. C'est ça la beauté du... C'est beau ça, les électrons nous appartiennent. Je tiens juste à préciser que c'est aussi, il y a 10 ans, ce n'était pas du tout la même maturité et la même performance sur les panneaux. Hein. On était à 16-17%. Aujourd'hui, les derniers panneaux que nous, on installe, c'est 25-26% de rendement. Et c'est aussi pour ça que ça a complètement changé. Et il ne faut pas acheter des panneaux au rabais. Excusez-moi pour les Chinois. Pardon. Alors, oui. Alors, pour être très franc, c'est simplement que j'ai... Réagir, oui. Alors, sans ça, on supprime la conférence digitalisation qui doit être derrière. Allez, venez, un micro, hop. Voilà, merci. Je vous remercie. Je m'appelle M. Youssouf Diédiou. Je viens du département de Tivaouane. Je suis le président de la commission industrie, mines, énergie et carrière du département. Je suis avec Mme Seynabou Gaye. Alors, je suis ingénieur en réseau transport électrique. J'ai installé une centrale de 37 mégas au Sénégal, 37 mégawatts, centrale solaire avec tracker. Vous avez parlé des centrales à tracker. Aujourd'hui, au Sénégal, nous avons 30% de production de centrales solaires. Mais ces centrales, c'est des centrales qui produisent directement l'énergie, sans stockage. Alors qu'à Sabodala, nous avons un stockage de 16 mégawatts. Alors ma question, c'est comment faire pour installer des batteries de stockage au niveau de ces centrales, parce que nous en avons 6, des centrales de 30 mégas, le maximum au Sénégal. On en a 5 ou 6 centrales, je pense, centrales solaires. Nous avons aussi une centrale éolienne de 158 mégas, mais sans stockage. Alors, nous voudrons quand même un stockage, le stockage de cette énergie pour ces centrales, mais aussi l'installation des mini-centrales solaires, les smart grids, au niveau des maraîchers. Nous avons une zone maraîchère
qui se trouve au niveau du littoral. Il y a beaucoup de producteurs qui sont là-bas, mais qui ont des difficultés d'accès à l'énergie. Et quand on parle de l'énergie propre et des énergies renouvelables, je pense que le Sénégal est en avance par rapport à beaucoup de pays africains. Maintenant, nous voulons évoluer, passer d'une production directe à une production avec stockage d'énergie. Donc, c'était la question. Et on voudrait aussi collaborer avec Engie, qui était au Sénégal. On a suivi l'installation du TER. Et moi, j'ai demandé à faire la maintenance des ouvrages électriques au niveau du TER. Bon, jusqu'à présent, ce n'est pas encore abouti, mais on est là pour vous accompagner. Et puis, nous avons des sociétés avec lesquelles nous voulons quand même travailler avec vous, quand même pour que vous puissiez apporter votre ingéniosité pour le développement de l'énergie solaire au niveau du Sénégal. Donc, nous vous tendons la main grâce à la présidente qui est là avec moi. Je pense que vous pouvez collaborer avec elle pour que quand même vous puissiez venir au Sénégal pour continuer ces installations électriques. Je vous remercie. Le Sénégal, effectivement, vous êtes effectivement un pays très en avance sur ces parcs solaires. On connaît bien la problématique. On parlait de transition. Transition, il y a 2-3 ans, on ne parlait pas de stockage ni de compétitivité sur le stockage. Depuis 2-3 ans, c'est un prix divisé par 2 du stockage qui est arrivé. Aujourd'hui, que ce soit sur l'Allemagne, la France et l'Italie, c'était aussi exactement les mêmes problématiques. Et aujourd'hui, il y a 2 façons de répondre effectivement à ce stockage. Soit on dit on fait du standalone, donc on met une batterie sur les réseaux et finalement on a des revenus liés à des réserves primaires et finalement à des réserves pour le stockage. Soit on fait, et c'est un peu ce que nous on préconise, des modèles de batterie en hybridation. C'est-à-dire on met le parc solaire, on met cette batterie et cette batterie finalement va lisser la production ou prendre finalement sur le réseau électrique en fait quand effectivement il y a trop de finalement de production et pas assez de consommation. Donc aujourd'hui c'est les 2 modèles et ces 2 modèles et je rejoins complètement ce que vous disiez sur c'est une transition, c'est-à-dire c'est un peu l'avenir, c'est voilà, d'ici 1 an ou 2 ans on sent bien que ce modèle va être mature et on sent bien que cette technologie là il y a 2-3 ans quand vous avez installé ces fameux parcs solaires au Sénégal, elles n'existaient pas ou elles n'étaient pas aussi matures. Et maintenant, elles arrivent sur effectivement le marché. Moi, je reviens de Kenitra au Maroc. Kenitra, Goshen to Power, vient effectivement de faire 512 hectares de production de batteries. 512 hectares, effectivement, pour produire des batteries sur tout le continent africain. Donc, effectivement, ça arrive. Et les premières batteries arrivent en septembre de cette année. Non, enfin, je concours à ce que Sylvain a dit. La première centrale au Sénégal, elle a été adjugée, enfin affectée, confiée, je ne sais pas comment on dit, en 2016. Elle est rentrée en production en 2018 et la deuxième en 2017, c'est-à-dire il y a 10 ans. Et elle est rentrée en production en 2019, 2020. Et il y a 10 ans, le coût du stockage, parce qu'il y a différents types de stockage, il y a du stockage pour passer les 3 premières heures de la soirée, et puis il y a du stockage pour stocker toute la nuit. Et donc c'était à des coûts qui étaient rédhibitoires. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, à tel point que, effectivement, maintenant, on met des unités de stockage soit sur les centrales directement, soit sur le réseau, un endroit du réseau qui va faire récupérer l'énergie du réseau et puis la redistribuer. Donc c'est maintenant des technologies qui sont très éprouvées et à des coûts extrêmement facilement accessibles. Puis je rajoute que si vous faites du solaire et de l'éolien combiné, on arrive à faire maintenant du renouvelable, ce qu'on appelle dispatchable, c'est-à-dire qu'on peut moduler l'approvisionnement électrique renouvelable en combinant solaire et éolien. Voilà, je ne peux pas faire trop compliqué. Mais... Merci. Ce que je propose, c'est que la conversation puisse continuer juste à l'extérieur si vous voulez prendre des contacts. Merci de votre témoignage, Président. Merci à vous deux de nous avoir un peu éclairé sur le sujet. Moi, je trouve que c'est passionnant parce que en fait, ça va solutionner tous les problèmes qu'on a tous là. Et à des coûts qui étaient inimaginables. Donc, franchement, c'est génial. Mais bon, alors, comme il y a plein de collectivités ici,
je pense qu'elles vont être hyper intéressées. Merci messieurs, nous allons pouvoir enchaîner directement avec le bout de conférence digitalisation qui était comme convenu. Et on peut les applaudir. Hein.